suis vraiment ravi de pouvoir parler sexualité, vie sexuelle et affective associée aux maladies en général et tout particulièrement aux maladies rénales, à l'insuffisance rénale, à la dialyse, aux greffes rénales aujourd'hui parce que c'est un sujet qui nous tient, je pense, tous à cœur puisque la sexualité fait partie de la vie en général. Et en tant que médecin sexologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, c'est quelque chose que j'essaye de défendre auprès de mes confrères et aussi, bien évidemment, auprès des patients, mais qui n'ont pas besoin d'être convaincus. Dans une petite introduction, j'aimerais que l'on puisse ensemble revoir pourquoi c'est important de parler vie affective et sexuelle dans le contexte des maladies rénales, de la dialyse, de la greffe, en rappelant tout d'abord que la santé sexuelle a été définie par l'Organisation mondiale de la santé comme faisant partie intégrante de la santé. Donc, il est tout à fait licite d'aborder ce sujet avec vos différents soignants. Et du reste, normalement, c'est aux soignants d'aborder ce sujet avec vous et ils devraient pouvoir vous tendre la perche sur ces questions-là. Pour information, la santé sexuelle se définit comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité et pas simplement l'absence de maladies liées à la sexualité. Donc, on voit que cette définition, elle est assez exigeante et qu'il en faut beaucoup pour être en bonne santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est également quelque chose de très vaste et quand on parle de la sexualité, ça peut nous emmener à aborder des sujets concernant les réactions sexuelles, comme par exemple l'érection chez l'homme ou les réactions d'excitation chez la femme, mais c'est aussi parler de l'identité sexuelle, se sentir bien ou pas dans sa peau d'homme, de femme, c'est parler d'intimité, de sujets évidemment très personnels, de l'estime de soi, de l'image que l'on a de son corps. Et l'on sait que dans un contexte de maladie chronique, cette image peut être vraiment amputée. De fertilité, bien sûr, qu'elle soit concrète ou simplement un désir à long terme. Du lien social, puisque c'est aussi se rencontrer, se séduire et peut-être se mettre ensemble. Le désir, le plaisir, la vie de couple et on a envie de dire le sens de la vie en général, parce que pour beaucoup de personnes, la sexualité, c'est important dans la vie. Alors, quand on se rapproche de la notion de sexualité et maladie, on s'aperçoit en discutant avec les patients que beaucoup de facteurs s'accumulent pour venir perturber la sexualité. Et c'est bien sûr également le cas dans les maladies rénales. Avec tout d'abord le fait d'avoir une maladie chronique, c'est-à-dire de se dire que cette maladie n'est pas là pour quelques mois et qu'il va falloir faire avec et composer avec dans sa vie. Ensuite, c'est parce que ces maladies, et notamment l'insuffisance rénale, et puis les événements qui peuvent survenir, la dialyse, le projet de greffe, les suites de la greffe, sont autant de manifestations qu'on va qualifier d'aiguës, c'est-à-dire d'événements survenant sans que cela soit toujours bien prévu, ou parfois avec des aléas qui vont perturber la qualité de vie en général, et la vie sexuelle et affective en particulier. Et puis le simple fait de prendre des traitements, parce que lorsqu'on prend un médicament, quel qu'il soit, on se rend compte finalement que son corps est faillible, qu'il peut nous échapper. Et du coup, quand on ramène ça à la sexualité, cela signifie que le corps n'est plus simplement cet objet de plaisir que l'on aimerait qu'il soit. Et puis, il y a très concrètement les effets secondaires, directs ou indirects, des médicaments. Et là aussi, dans le domaine de l'insuffisance rénale, certains médicaments, on peut parler des bêta-bloquants, pour citer un seul exemple, peuvent avoir un effet direct sur la sexualité. Et enfin, un élément important qui est la pression sociale que l'on ressent tous pour être en bonne santé sexuelle. Il y a une espèce de diktat dans la société pour être épanoui sexuellement. Et quand on est patient, ayant des problèmes notamment de maladie rénale, évidemment, cette pression sociale se fait encore plus sentir et semble encore plus cruelle parfois. Lorsqu'on parle spécifiquement maintenant de sexualité et de reins et de maladie rénale, cette image résume bien en gros ce que l'on en sait, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce que l'on en sait, c'est surtout ce que vous en savez en tant que patiente, patient, parce qu'il y a assez peu d'études sur le sujet. Il n'y a pas eu de travaux qui permettent de vraiment objectiver la santé sexuelle des personnes vivant avec une insuffisance rénale, quel que soit son stade, avec une dialyse, quelle que soit la dialyse, ou après une greffe, par exemple. Du coup, on va très vite être obligé d'assembler différents sujets qui remontent dans les entretiens que les médecins ont avec leurs patients. Alors, on a listé un certain nombre de sujets, on ne va pas
tous les parcourir en détail. Mais en gros, cela peut aller de se sentir séduisant avec une urémie élevée, parce que par exemple, très concrètement, certains patients m'ont dit l'urémie, ça peut donner une haleine qui n'est pas agréable. Donc, comment je fais pour un premier baiser avec un amoureux si je ne suis pas sûr de moi? Ou par exemple, les effets secondaires cutanés d'un traitement, comme un rage cutané, la fistule artério-veineuse, cette espèce de corps étranger qu'il faut s'approprier à certains moments aussi dans sa vie affective et pouvoir en faire quelque chose avec lequel on va composer. Aussi tout ce qui va être entravé dans notre plaisir, dans notre rapport au plaisir, quand par exemple on ne peut pas sortir autant qu'on voudrait ou voyager autant qu'on voudrait à cause de la dialyse, quand on nous dit qu'il faut manger, pas manger, ou boire, pas boire, finalement, est-ce que ça n'a pas des conséquences sur sa capacité à désirer et à aimer sexuellement, parce que la sexualité, ça doit être normalement une zone de liberté. Tout un tas d'autres sujets qui sont listés ici. On verra sans doute, on abordera dans les questions-réponses, j'espère, le sujet de l'annonce, comment parler de sa maladie et comment en parler. La greffe qui est présentée souvent comme une renaissance, et aussi une renaissance sur le plan sexuel, c'est souvent vrai, mais pas toujours. Et du coup, il faut aussi ne pas avoir de complexe si jamais, après une greffe rénale, et finalement, les choses sexuellement ne s'arrangent pas, voire même se dégradent. Ou encore, par exemple, l'interdiction des rapports sexuels. On sait que parfois les médecins sont un peu cruels et vous interdisent des rapports. C'est aussi essayer de comprendre pourquoi les rapports sont interdits et surtout, est-ce qu'il n'y a pas des cas où ces rapports sont interdits de façon un peu excessive. Toutes ces questions-là, on peut en discuter librement quand on aborde sexualité, maladie rénale, et c'est ce que l'on va faire avec les questions qui vont être posées. Donc, parlons sexe, parlons sexualité affective et vie relationnelle. Merci Patrick. J'ai un témoignage à te partager. Donc, je me sens concernée. J'ai passé 4 ans en dialyse, 4 années d'abstinence complète de rencontres et de sexualité. Ma libido a baissé et puis est arrivée la ménopause. C'est un témoignage qui est assez exemplaire parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce témoignage. Déjà, les fluctuations de la libido. Il n'y a rien de plus changeant que la libido. Déjà, quand on n'est pas malade, je crois qu'on l'a tous expérimenté dans nos vies, et a fortiori quand il y a une maladie, et notamment une maladie rénale. Alors pourquoi est-ce que dans les cas de maladie rénale et d'insuffisance rénale et de dialyse, c'est particulièrement vrai, ces fluctuations de libido, et souvent des fluctuations vers le bas d'ailleurs? Parce qu'il y a des facteurs qui vont être mis en jeu, comme des facteurs par exemple hormonaux. Il peut y avoir un effondrement total de la testostérone, et chez l'homme comme chez la femme, cet effondrement peut s'accompagner d'une libido qui est complètement au point mort. Il peut y avoir aussi parfois certaines sécrétions hormonales comme la prolactine qui sont trop élevées. Et ça, votre médecin peut tout à fait travailler avec vous là-dessus, faire des dosages pour essayer d'objectiver les choses. Il peut y avoir des carences comme certains minéraux, le zinc par exemple, et on sait que traditionnellement, ces carences-là peuvent s'accompagner d'une baisse de désir. Il y a également l'anémie qui peut être liée à l'insuffisance rénale et qui peut fluctuer. Et là aussi, l'anémie, ça signifie fatigue. Et quand on est fatigué, c'est pas une très bonne façon d'avoir du désir sexuel. Et puis tous les facteurs psychologiques, au fait d'être dans un rythme où on va devoir plusieurs fois par semaine passer plusieurs heures en dialyse, c'est quelque chose qui est usant physiquement et psychologiquement. Et du coup, parfois, le corps et l'esprit fonctionnent à l'économie et décident de mettre en sommeil la fonction sexuelle en disant « concentre-toi sur ce qui est vital, la sexualité passera après ». Et du coup, on ne comprend pas en tant que patient pourquoi est-ce qu'on n'a pas de libido. Eh bien, c'est pour toutes ces raisons-là. Et une dernière raison qui est aussi le fait que le corps est parfois un peu malmené par tous ces soins. On s'habitue pas, heureusement, au fait d'être sans cesse piqué, de devoir attendre dans un fauteuil, qu'une machine fasse le travail à côté de vous. Enfin, tout ça est complexe et ça étouffe parfois nos capacités à éprouver du plaisir en général et dans le domaine de la sexualité en particulier, et donc par effet ricochet d'avoir du désir. Et puis enfin, la ménopause dont parle cette patiente, parce que en plus de la maladie, il y a les événements de vie qui vont impacter directement le désir. Et on sait que la ménopause, chez une femme sur 2, va entraîner des variations vers le bas du désir. Du coup, toutes les conditions sont réunies pour que la libido soit pas bonne. Et je crois que la première chose à conseiller à cette patiente, c'est surtout de lui dire d'être bienveillante avec cette baisse du désir. Ça fait partie de la vie.
il faut essayer aussi à un moment d'accompagner le mouvement et de ne pas lutter à contre-courant. Il faut se dire c'est comme ça et essayer aussi de l'expliquer à la personne qui partage votre vie. Et puis, c'est aussi se poser des questions sur les sources de désir dans la vie en général. Se dire, est-ce que finalement, j'arrive encore à avoir du désir pour les choses de la vie, c'est-à-dire avoir envie de regarder un film, de manger telle chose qui me fait envie, ou d'avoir telle activité qui m'apporte du plaisir. Et si jamais c'est un peu moins le cas, c'est de se dire aussi qu'on est peut-être dans un état légèrement dépressif, anxio-dépressif, et que finalement, la sexualité est impactée par cet état. Et cet état, il se comprend très bien parce que dans le cours d'une maladie, il y a des hauts, des bas. Et là aussi, il ne faut jamais hésiter à en parler avec ses soignants. Alors, une petite question de la part d'une patiente. J'ai des sécheresses vaginales, des douleurs lors des rapports. Est-ce que cela peut être en lien avec la maladie rénale ou les traitements? Ou les deux? Oui, ça peut être tout à fait en lien avec les maladies rénales et les traitements, même si on a peu d'études sur le sujet. Mais on a des bons arguments pour penser que, par exemple, l'atteinte vasculaire et notamment microvasculaire, qui est parfois à la fois la cause et la conséquence de la maladie rénale, peut avoir un impact direct au niveau de la muqueuse vaginale, comme c'est le cas, par exemple, chez l'homme au niveau de l'érection. Les femmes aussi ont des organes sexuels, on l'oublie parfois, et elles peuvent avoir du coup des conséquences au niveau de leurs organes sexuels sur un plan purement physiopathologique, comme on dit, c'est-à-dire vraiment des conséquences au niveau de ces vaisseaux qui sont là pour apporter le sang, les nutriments dans ces organes sexuels. Cela peut être aussi la conséquence d'atteintes au niveau neurologique. Les petits nerfs qui vont aller innerver, donc ces régions-là, peuvent être impactées par la maladie rénale ou par les causes de la maladie rénale, quand il s'agit par exemple d'un diabète. Les traitements peuvent avoir aussi un impact et entraîner des sécheresses vaginales. C'est intéressant de voir que souvent dans les traitements, on va beaucoup parler des effets secondaires cutanés, mais en général, quand il y a un effet secondaire cutané, il peut aussi y avoir des conséquences sur les muqueuses. Et ça, on va assez peu en parler. Et quand on en parle, on va parler de la muqueuse de la bouche, mais c'est pas la seule. Hein. Les femmes le savent bien, il y a aussi une muqueuse au niveau vaginal. Et du coup, ça, on n'en parle quasiment jamais. Donc, bien sûr que ça peut être tout ça la cause de problèmes de sécheresse, d'irritation, qui peuvent aussi se traduire par des douleurs au moment des rapports, par exemple, qui ne sont jamais normales. Hein. Donc, il faut jamais considérer qu'on va faire avec et essayer de s'habituer. Du coup, après, il y a des solutions à aller trouver et il existe tout un tas de dispositifs qui permettent de restaurer une bonne hydratation vaginale. Alors déjà, des topiques, comme on dit, c'est-à-dire des produits d'utilisation locale, donc avec des crèmes, des ovules, des canules qui vont permettre d'apporter certaines substances qui vont rétablir un bon microbiote vaginal, ce qu'on appelait avant la flore vaginale, et favoriser une bonne hydratation au niveau vaginal. Alors, il y a donc tout un tas de produits, certains par exemple à base d'acide hyaluronique, qui sont particulièrement efficaces pour travailler sur le long cours et rétablir cette bonne hydratation vaginale. Et puis, il existe des techniques plus sophistiquées. Depuis quelques années, on dispose du laser CO2 fractionné, le MONA, qui est très efficace pour aller là aussi rétablir une bonne fonction au niveau vaginal. C'est quelque chose dont on peut parler là aussi avec ses soignants pour leur demander surtout d'être orientés vers les bonnes personnes. Par exemple, le bon gynécologue qui va pouvoir vous accompagner pour résoudre ces problèmes. Patrick, comment parler de sa maladie avec une personne qui nous plaît? À quel moment de la relation l'évoquer et comment? Question très importante dans toutes les maladies chroniques, on va dire, et particulièrement quand il s'agit de maladies rénales, parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui se mettent en jeu. Déjà, on va parler du moment. Moi, je considère que c'est pas forcément le meilleur moment quand vous êtes sur le point de rencontrer pour la première fois quelqu'un. Par exemple, vous êtes sur un site internet, une appli, ça a matché, vous allez vous rencontrer dans la vraie vie. Je pense que lui balancer tout de suite votre dossier médical, c'est pas une super idée parce qu'il faut aussi conserver un peu la magie de ce moment-là. Et de même que vous n'allez pas lui parler de vos problèmes avec vos parents ou du fait que décidément vous êtes mauvais au tennis et que vous n'êtes jamais arrivé à avoir un bon niveau au tennis, vous n'allez peut-être pas non plus lui déballer votre dossier médical. Je veux dire, gardez un peu de magie à ce moment-là, gardez de la légèreté, laissez-vous emporter par cette petite alchimie qui va s'opérer ou pas avec la personne que vous rencontrez. Donc, je dirais que laissez un peu le temps s'installer, la relation se met en place. Après, va se poser la question de ce qui peut être visible.
Parce que finalement, par exemple, une fistule artério-veineuse, c'est assez rapidement visible, surtout en été, ou bien évidemment, s'il y a des cicatrices ou tous les stigmates de la maladie et de ses traitements. Du coup, là, ça peut être évidemment bien d'en parler avant le fait de vous retrouver à nu, si je puis dire, devant la personne, dans tous les sens du terme, mais il faut en parler de la façon la plus factuelle et, je dirais, désengagée émotionnellement. C'est-à-dire que vous apportez de l'information à cette personne, mais si vous l'apportez de manière extrêmement triste, avec une charge dramatique importante, vous allez entraîner ce qu'on appelle une contagion émotionnelle, c'est-à-dire que la personne, sans même bien comprendre ce que vous lui dites, va enregistrer que c'est dramatique et du coup risque d'avoir une réaction de fuite en pensant que ce que vous lui dites est très grave et que ça entrave toute possibilité de relation. Et parfois, il faut simplement dire « j'ai quelque chose à te dire parce que je pense que c'est le bon moment, tu sais, j'ai telle maladie, j'ai tel traitement, je gère, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça ne résume pas ma vie, ça prend de la place dans ma vie, parfois un peu plus que ce que je voudrais, mais voilà, j'estime que c'est mieux de te le dire. Maintenant, je te laisse réfléchir à ça. Je te demande pas de réagir à chaud parce que moi, j'ai mis des années avant d'accepter ma maladie, ce qui est souvent le cas. Je vais pas te demander de l'accepter pour moi en quelques secondes, mais au moins, je t'ai donné l'info et on peut en reparler quand tu veux. Ça, je crois que c'est peut-être la meilleure façon de le faire. Et puis, c'est aussi toujours laisser la porte ouverte aux questions. Dire à la personne, tu n'hésites jamais si tu as des questions, même des questions qui te semblent idiotes. Par exemple, est-ce que c'est contagieux ? Il faut pas forcément juger la personne si elle a peur pour elle, comme dans un espèce de réflexe de survie, en disant mais au fond, est-ce que ton insuffisance rénale c'est contagieux ? Ça peut nous sembler complètement délirant, mais il faut comprendre aussi que la personne risque de parler sous le coup de l'émotion et lui apporter des réponses factuelles, simplement la rassurer quand c'est nécessaire et laisser son cheminement s'opérer. Et enfin, je pense aussi ne jamais fermer la porte sur le fait d'aller voir son médecin, par exemple, avec cette personne quand la relation devient un peu durable. On va peut-être pas emmener à chaque fois son amoureux chez le néphrologue, mais quand vous avez envie d'avoir une relation qui s'installe dans le temps, je pense que l'amener avec vous pour qu'il puisse poser des questions au médecin, qu'il puisse aussi entendre ce que le médecin a à dire ou l'équipe soignante, je pense que ça peut être aussi une bonne chose. Merci Patrick. J'ai une polykystose rénale, ma mère en avait une aussi, mon père l'a gérée en tant que conjoint puis parent. Ma femme m'a quittée quand je suis retournée en dialyse après une greffe donneur vivant qui n'a pas duré. J'ai essayé de rencontrer des femmes, 100% d'échecs. J'essaye aussi de me mettre à leur place. Cela veut dire démarrer une relation à 50 ans avec un truc en plus à gérer. C'est évidemment très, très émouvant comme témoignage parce qu'on comprend bien que la personne qui témoigne est un peu découragée et qu'elle a envie de baisser les bras en disant c'est pas pour moi finalement ma maladie fait que je n'arriverai jamais à nouer une relation avec quelqu'un. Je crois que on peut peut-être dire à cette personne qu'il ne faut jamais se décourager dans ce domaine-là. Et si on le dit, c'est pas simplement pour essayer d'être positif, c'est parce que c'est vrai. Il y a des cas où, par exemple, on va avoir des personnes qui ont des maladies extrêmement lourdes avec des traitements qui sont vraiment très, très, très lourds, des pronostics qui sont très mauvais à court ou moyen terme. Et ces personnes ne sont pas résignées, vont continuer à estimer qu'elles ont le droit d'avoir une relation, de séduire, d'avoir une vie affective et sexuelle. Et j'ai des patientes et des patients comme ça qui m'ont fait des récits de rencontres formidables parce qu'elles ont fini par tomber sur la bonne personne. Sur la personne qui leur dit « Eh ben banco, on y va, ok, c'est sûr que c'est peut-être pas le plus simple, mais comme il y a plein d'autres qualités chez toi qui m'intéressent, eh ben on va faire avec, on va fonctionner ensemble, mais compte pas sur moi pour que je sois ton infirmier ou ton infirmière. » Ça, c'est des belles histoires, et il y en a. Maintenant, il faut pas perdre la foi. Et inversement, moi, je connais aussi des personnes, dans mes patients et patientes, qui n'ont pas de problème particulier de santé, par exemple,
mais qui s'interdisent de rencontrer. Parce que, notamment dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, sur les applis, zapper, c'est très facile. Je veux dire, c'est très facile de pas être séduisant, de se prendre des râteaux non-stop et de perdre confiance en soi. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que plus vous perdez confiance, moins vous arrivez à accrocher quelqu'un au début d'une relation. Et je pense que vraiment les deux extrêmes existent et qu'il faut toujours essayer de garder confiance en soi, de se dire que chacun, autant qu'on est, on a des atouts de séduction physique, psychique, émotionnelle, et que déjà le fait d'avoir une maladie en général a permis de révéler et de développer beaucoup de capacités émotionnelles et relationnelles, et que vous partez avec un temps d'avance par rapport à ça. Et ça, je pense qu'il faut jamais l'oublier. Et en revanche, se dire que oui, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas très humaines dans le monde et qui risquent de vous zapper pour des mauvaises pour des mauvaises raisons. Eh ben, c'est pas grave. Faut continuer à avancer parce qu'au fond, ces personnes-là ne vous méritez pas. Donc, ne vous découragez pas, continuez d'avancer et je peux vous assurer que si vous adoptez cette ligne de conduite, vous finirez par rencontrer la bonne personne et il y aura une belle histoire à la clé. Comment gérer les baisses de libido liées à la dialyse? Pour ma part, j'étais en dialyse péritonéale, je n'étais pas disponible, je travaillais la journée, je gérais un enfant et la nuit, j'étais attachée à la machine. La première règle, c'est vraiment d'être bienveillant avec ces baisses de libido. Le mot bienveillant, on l'a déjà utilisé plusieurs fois, mais on l'utilisera jamais assez, parce qu'en matière de sexualité, je crois qu'être bienveillant avec soi-même et bien sûr avec son ou ses partenaires, c'est important. Donc déjà, c'est de se dire que oui, la dialyse a un impact sur la libido, la maladie à l'origine de la dialyse aussi, et l'insuffisance rénale, pour des raisons qu'on a pu évoquer. Et du coup, c'est de se dire qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui sont physiologiques et qu'on les subit et que c'est pas de notre faute. Et ça, c'est important aussi de se le dire à soi et puis de le dire à ses partenaires, de pouvoir expliquer ça, de dire, tu sais, c'est pas de ta faute, c'est pas parce que t'es moins séduisant, c'est pas parce que je suis moins attiré par toi, c'est simplement que ma maladie ou ces traitements font que là, j'ai la libido à zéro. Et c'est comme ça. Je préfère te le dire sincèrement. Ensuite, c'est ne pas se battre contre des moulins. Quand on a la libido à zéro, je crois qu'il y a aussi un moment où il faut savoir aussi accepter un passage dans sa vie sans sexualité, ou en tout cas sans sexualité avec partenaire, pour ne pas sans cesse essayer d'être en régime forcé et s'obliger à avoir des rapports en se disant que l'appétit vient en mangeant. Ce qui est une phrase atroce en sexualité. Je veux dire, c'est pas vrai. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de désir. Donc, du coup, faut respecter ça et se dire que des périodes dans la vie d'un individu où il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, et même parfois plusieurs dizaines d'années, où il n'y a pas de sexualité, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Ça peut revenir, et presque du jour au lendemain. Mais encore une fois, il faut accueillir ces fluctuations-là de la manière la plus simple et humble qui soit. Et puis, c'est en revanche ne pas se résigner sur les sources de désir et de plaisir non sexuels. Autant on peut tout à fait se dire, là pour le moment sexuellement, j'ai pas les papillons dans le ventre, désolé, ça se déclenche pas. Autant il faut essayer de se dire, mais alors qu'est-ce qui me fait envie? Est-ce que c'est de regarder telle série télévisée? Est-ce que c'est d'aller dans tel parc regarder le printemps? Est-ce que c'est de manger telle chose qui me fait super envie? Est-ce que c'est de passer un coup de fil à tel ami pour papoter? Qu'est-ce qui me fait envie, fondamentalement? Et c'est de travailler là-dessus, d'accepter ces désirs-là et d'essayer de s'apporter du plaisir suite à ces désirs-là, même quand c'est pas dans le domaine du sexuel. Parce que le danger quand on a cette baisse de libido durable, c'est que ça fasse un peu tache d'huile sur les autres sources de désir et de plaisir dans la vie. Et ça, il faut les protéger. Donc, c'est vraiment travailler sur tout cet enchaînement désir-plaisir non sexuel et en le partageant avec son compagnon ou sa compagne. C'est-à-dire que c'est de dire, tu vois, je t'associe à mes plaisirs. Alors, certes, désolé, c'est pas très génital pour le moment, c'est pas la fête dans le lit, mais au moins, on a des fous rires partagés, on a des émotions partagées, on pleure devant le même film, ou on a le même plaisir en mangeant tel plat. Et ça, c'est clé.
dans une relation. Et enfin, une chose aussi dans cette idée de ne pas forcer le désir sexuel, c'est de ne pas perdre contact avec la notion de toucher, avec le fait d'être en relation avec l'autre. On peut ne pas avoir de sexualité avec l'autre pendant un certain temps, mais en revanche, continuer à se prendre la main, à se prendre dans les bras, à être l'un contre l'autre, à s'endormir dans les bras l'un de l'autre. Ça, il faut essayer de le préserver parce que c'est des choses déjà qui sont bonnes pour la santé, qui permettent de sécréter des bonnes choses dans le corps, mais qui permettent aussi de se sentir entouré et aussi de garder un contact avec l'autre, de ne pas commencer à s'isoler chacun dans sa petite tour avec une frustration liée à cette absence de sexualité. Je suis une personne handicapée physique, je me déplace en fauteuil roulant. Je suis aussi concernée par la maladie rénale et actuellement dialysée. Devant ma difficulté à faire des rencontres amoureuses, j'ai choisi de distinguer ma vie affective de ma vie sexuelle en recourant au service de travailleuse du sexe. C'est un témoignage courageux parce que déjà, la question qui est posée, c'est la question du handicap visible et notamment du fauteuil roulant. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont écouter ces questions-réponses et qui sont concernées parce que on peut avoir des problèmes de reins et être en fauteuil roulant, bien sûr, et avoir un handicap visible. Et le handicap, notamment moteur dans notre société, reste quelque chose qui malheureusement n'est pas assez intégré, accepté et qui entrave parfois les relations affectives et sexuelles. Du coup, on peut comprendre que cet homme soit un peu résigné et se dise finalement, comme je veux continuer à vivre une sexualité, eh bien j'ai recours à des personnes avec des services tarifés. Alors bien sûr, on peut rappeler que la loi en France fait que les personnes qui font appel à des services sexuels tarifés, normalement, peuvent être poursuivies par la justice. Maintenant, je crois qu'il faut mettre ça en regard avec un débat qui est toujours présent sur la notion d'assistance sexuelle, en se disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on prévoit pour les personnes qui ont besoin d'avoir recours à ce type de service pour un temps donné ou pour une période plus prolongée de leur vie. On peut pas simplement fermer les yeux et se dire ces personnes vont se débrouiller dans leur coin ou vont voir en cachette des personnes en échange d'argent. Et donc, je pense que c'est important que ces témoignages soient là pour qu'on puisse aussi en faire quelque chose et reposer ce débat de l'assistance sexuelle. Alors, il y a un débat sur le sujet en France qui est toujours présent, dans certains pays qui a été tranché en faveur de l'assistance sexuelle. Je crois qu'en tout cas, on peut peut-être en discuter sereinement et que c'est bien d'en discuter aussi dans le cadre de maladies qui ne sont pas directement liées au handicap, parce que finalement, ces personnes n'ont pas toujours de lieu pour discuter de cette question-là, et du coup là, vont en parler parce qu'on parle d'une maladie qui concerne la personne, mais où au fond le sujet est réellement le handicap. Donc je crois qu'il faut essayer de reposer cette question-là avec les autorités, avec les soignants, avec les sociologues, avec les personnes qui travaillent en sexologie et sur les sciences de la santé sexuelle, pour se dire est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire un peu bouger les choses dans notre pays par rapport à ça, et pour lutter contre cette misère sexuelle dans laquelle sinon serait cet homme s'il n'avait pas la possibilité d'avoir ses rapports tarifés. Une autre question. Je suis greffée depuis 17 ans et avec la fatigue et les traitements, ma libido a baissé. J'ai cherché avec mon mari des données scientifiques sur l'impact des traitements sur la libido. Comme il n'y en avait pas, mon mari l'a pris pour lui et s'éloigne progressivement. Est-ce que les anti-rejets peuvent impacter la libido ? On a très peu de données, malheureusement, sur cette question-là, parce que de manière générale, les effets secondaires sexuels et surtout sur la libido des médicaments sont peu étudiés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a sans doute des arguments en faveur de cet impact sur la libido, qui va beaucoup dépendre des individus, mais chacun réagit à sa manière. Mais quand on sait, par exemple, que la cyclosporine peut avoir un impact indirect sur l'érection chez l'homme, alors c'est pas la libido, on parle vraiment d'une fonction physiologique, mais on peut évidemment imaginer que ça ait un effet en ricochet sur la libido. Et pareil, bien sûr, chez les femmes aussi, puisqu'on peut imaginer qu'un médicament qui entraînerait une sécheresse vaginale, dont on a parlé avant, ou des effets secondaires au niveau génital, aurait un impact sur la libido. Donc du coup, je crois qu'il faut avant tout écouter ce que nous disent les patientes et patients, parce que ce sont les mieux placés pour nous parler des effets secondaires des traitements sur la libido, sur le désir.
Ensuite, je pense qu'il faut aussi pouvoir dialoguer de ça avec son compagnon ou sa compagne, lui expliquer là aussi que ça n'est pas de sa faute et qu'il y a parfois des conditions liées à sa santé ou au traitement qui ont un impact sur la sexualité pour pouvoir faire un peu baisser la pression au sein du couple. Et puis, c'est aussi, on en a un peu parlé, mais s'accorder parfois des sas au sein du couple où on va se dire qu'il n'y a pas de sexualité. En sexologie, on appelle ça le sunset focus. C'est une méthode qu'on aime bien parce qu'elle permet de lever la pression au sein d'un couple. Tous les couples, autant de couples qu'il y a sur Terre, rencontrent à un moment des difficultés dans leur sexualité. Et beaucoup de couples ont des périodes prolongées, voire définitives, où il n'y a pas de sexualité. Du coup, lorsqu'on est amené en tant que sexologue à essayer d'accompagner ces couples, on leur conseille pendant quelques semaines, quelques mois, de ne pas essayer d'avoir une sexualité, de ne plus en parler et de se consacrer à tout un tas d'autres choses, mais en tout cas de laisser ce sujet-là complètement en suspens pendant quelques temps. Et ça permet souvent de relâcher la pression, de ne plus tourner autour de cette notion de je te désire pas, tu me désires pas, mais donc tu me désires plus, etc. Et de remettre un peu les compteurs à zéro. Et du coup, après, de réaborder cette question de la sexualité, mais de façon plus sereine. Combien de temps après la greffe est-il possible d'avoir des rapports sexuels? Après échange avec mes amis néphrologues et chirurgiens transplanteurs, parce que je voulais pas non plus raconter n'importe quoi, on est tous à peu près d'accord pour dire que l'arrêt des rapports sexuels est lié vraiment au temps de cicatrisation après l'intervention. Et que du coup, de même qu'on va déconseiller d'avoir une activité physique qui pourrait mettre en péril la cicatrice, eh bien, une activité sexuelle s'accompagnant d'une activité physique va être interdite, fortement déconseillée, pendant, en général, 3-4 semaines après l'intervention, le temps que la cicatrisation se fasse bien. Et en vérité, c'est la seule raison, normalement, d'interdiction des rapports sexuels. Parce que la sexualité en soi n'est pas mauvaise pour la santé. Avoir du désir, du plaisir n'a aucune conséquence néfaste sur la santé, quelle que soit la maladie avec laquelle on vit. Et la seule chose qui peut poser problème, c'est l'activité physique qui est liée à ça. Donc, c'est clair que si vous avez une activité physique intense, alors que vous êtes dans un état de santé qui est mauvais, que par exemple votre fonction cardiovasculaire n'est pas bonne, que vous avez tendance à faire de l'angine de poitrine à l'effort, par exemple, d'avoir des douleurs thoraciques à l'effort, de même qu'on va vous déconseiller d'aller courir un marathon, de la même façon, on va vous déconseiller d'avoir des rapports sexuels pendant 3 heures avec beaucoup de mouvements et beaucoup d'énergie déployée. Après, je pense que c'est important que les soignants soient plus précis dans leurs conseils, parce que rapport sexuel, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous venez d'être greffé rénal, vous n'avez pas le droit d'avoir un baiser profond, comme on dit, avec votre partenaire? Je crois que la réponse, elle est clairement que vous avez le droit. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça ne va pas faire sauter la cicatrice. De même, certaines pratiques sexuelles qui ne nécessitent pas de pénétration, ce qu'on appelle parfois les préliminaires, mais qui parfois se suffisent à eux-mêmes, peuvent sans doute être autorisées, puisque là aussi, s'il n'y a pas trop de mouvement d'un corps avec l'autre, ça peut vous apporter beaucoup de plaisir, tout en ne mettant pas en péril votre cicatrice. Donc, je crois que c'est vraiment du bon sens. C'est pas la sexualité en tant que telle qui est interdite, c'est l'activité physique liée à la sexualité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi moi, en tant que femme, j'ai besoin de rapports tactiles, là où mon mari associe une demande de sexualité à toute marque de douceur et de tendresse. Ne tombons pas dans les stéréotypes parce que ce témoignage pourrait nous y mener, mais en gros, on a quoi? On a, si j'ai bien compris, une femme qui a envie de caresses, de rapports peau à peau qui ne soit pas forcément d'ordre sexuel, avec un homme qui dit, à partir du moment où tu me touches la main, il va falloir y passer. Je caricature volontairement. Et c'est vrai que ça résonne avec tous les stéréotypes qu'on a en tête sur la femme qui serait justement un être moins sexuel et l'homme qui serait uniquement là pour avoir un rapport avec pénétration.
Alors, c'est vrai que si on a ces représentations, c'est beaucoup lié au conditionnement de nos sociétés et parce que les petits garçons, les petites filles sont aussi, dès leur plus jeune âge, élevés un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que du coup, la petite fille, c'est bien si elle est romantique et si elle met des robes à fleurs, et puis le petit garçon, c'est bien s'il a très petit, une petite copine, et on trouve ça charmant, et puis on va être plus tolérant quand il sera adolescent et qu'il fera le mur pour aller rejoindre ses copines. Quand c'est la fille qui fait le mur, c'est parfois un peu moins bien vécu. Tout ça, c'est lié à nos sociétés, c'est comme ça, on ne va pas changer le monde rapidement, et ça laisse des traces dans la sexualité. Et si on revient au témoignage, typiquement, ça peut laisser ce genre de traces, c'est-à-dire un homme qui a eu comme message que quand on lui touche la main, ça veut dire que c'est sexuel, et c'est un appel à la sexualité, donc il s'est conditionné comme ça, alors que la femme va au contraire estimer que tout ce qui est tactile est intéressant et que la sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas obligé. Donc, je crois déjà qu'il faut essayer de s'en parler simplement, presque d'en sourire, parce que là aussi, on est victime des conditionnements qu'on a. Donc, du coup, on peut prendre un peu de recul par rapport à ça et se dire que c'est comme ça. Et peut-être essayer au sein du couple de cheminer, de dire à l'homme, tu sais, des fois, simplement le fait que tu me prennes dans les bras, pour moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de sensations, et ça ne veut pas forcément dire que ça va déboucher sur quelque chose de sexuel. Et il ne faut pas que tu te vexes, c'est pas que je te désire pas, c'est juste que chez les femmes, ça se passe peut-être un peu différemment. Et de même, il faut peut-être aussi que l'homme apprenne à parler de ses émotions et de ses ressentis, ce qui n'est pas encouragé dans nos sociétés, pour pouvoir dire aussi pourquoi est-ce que pour lui, c'est un signal de sexualité imminente, si je puis dire. Donc, c'est un témoignage très intéressant, je trouve, et qui appelle beaucoup de discussions, bien sûr, sur sexualité et maladie, mais au-delà de ça, sur c'est quoi être un homme, être une femme, et sur nos représentations liées à ces identités sexuelles. Patrick, avec le Covid, comment faire? Comment gérer la relation avec ses partenaires réguliers si l'on vit sous le même toit ou séparément? Et comment faire des rencontres? C'est extrêmement complexe et le Covid est vraiment venu empoisonner la vie sexuelle et affective de tout le monde et en particulier des personnes fragiles, vulnérables, donc notamment des personnes vivant avec par exemple une insuffisance rénale dialysée ou juste greffée et du coup sous traitement immunosuppresseur. En gros, déjà, il faut rappeler que le Covid n'est pas une maladie, une infection sexuellement transmissible. Donc, le virus ne se retrouve pas au niveau des sécrétions génitales. En revanche, le mode de transmission du Covid, donc par les gouttelettes de salive, par les projections, et a fortiori par les baisers, par exemple, fait que cette maladie peut être transmise au moment des rapports sexuels, et rapports sexuels au sens large, c'est-à-dire qu'une simple bise peut transmettre le Covid. Du coup, si on veut être sûr de se protéger à 100%, par exemple, au sein du foyer, il faudrait en théorie que la personne qui est concernée par la maladie s'isole complètement, n'ait pas d'interaction avec les autres personnes du foyer, ou alors seulement distancé à plus de 2 mètres avec un masque, si possible FFP2, etc. Ça devient extrêmement compliqué. Du coup, on est obligés tous d'agir dans ce qu'on appelle une réduction des risques. C'est de se dire, en gros, les personnes qui vont entourer la personne fragile doivent être très précautionneuses à l'extérieur et prendre 0 risque. Et du coup, on va à cette condition-là admettre qu'au sein du foyer, on peut relâcher un peu les mesures de distanciation et peut-être manger à la même table et peut-être même, pour un couple, par exemple, avoir une sexualité, en estimant que à l'extérieur, on fait attention. Mais ce sont des choix qui sont très personnels et on ne peut pas les faire à la place des gens parce que il y a des personnes qui sont très, très angoissées à l'idée d'attraper le Covid et on se doit d'être franc et de leur dire oui, vous avez raison, un rapport sexuel peut le transmettre en théorie si la personne est porteuse du virus. Donc, ce sont des choix, ce sont des discussions souvent de couple. Et là où c'est bien sûr très compliqué, ce sont pour les personnes célibataires qui cherchent à rencontrer d'autres personnes. Alors, il y a aussi des personnes qui ne sont pas célibataires et qui cherchent à rencontrer d'autres personnes, mais c'est un autre débat. Mais en gros, tout ce qui va être rencontre de nouveaux partenaires, parce que là, bien évidemment, du coup, vous vous exposez en tant que contact social à un risque de contracter le virus, bien évidemment. Donc là, tout ce qu'on peut conseiller dans ces cas-là, c'est bien sûr distanciation, port du masque et donc pas de rapport sexuel, ce qui est très frustrant. Donc,
encore une fois, réduction des risques. Si vous faites très attention dans votre entourage professionnel, dans votre entourage amical, dans tous les contacts que vous avez dans la vie, vous accordez une légère part, une minime part de risque avec votre amoureux ou votre amoureuse, peut sembler acceptable, parce que dans la vie, il n'y a pas zéro risque et on est tous bien placés pour le savoir. Merci Patrick. Et d'ailleurs, une question un peu complémentaire. Et le sexe oral en temps de Covid-19, est-ce un risque de transmission? On est obligé de répondre que oui. Si on est très technique, il faudrait que le sexe oral garde une distance de 2 mètres entre les bouches des partenaires. Alors, je vous laisse imaginer, ça ouvre des perspectives, mais pas tant que ça. Ou alors, il faut vraiment être très grand. Il faut vraiment être très, très grand. Donc, du coup, non, je crois qu'on est obligé de dire que oui, le sexe oral, bien sûr, est dangereux. Alors, il y a des pays qui ont recommandé le sexe à travers des trous, ce qu'on appelle des glory holes. Ça a été vraiment recommandé officiellement, notamment par les services de santé publique de New York et par le Canada. Où en gros, on aurait des rapports sexuels à travers un trou fait dans une cloison. Vous imaginez que c'est pas très glamour. Techniquement, c'est pas simple non plus. Et en plus, c'est pas du tout sans risque du tout. Parce que à partir du moment où il y a un trou, il peut y avoir passage de projection, de micro-gouttelettes. Donc tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, la salive est très vectrice potentiellement du SARS-CoV-2. Du coup, si vous avez un rapport bucco-génital, la salive qui va être déposée sur vos organes génitaux peut vous transmettre la maladie pour peu que vous portiez la main à votre organe génital et que vous portiez ensuite la main à votre bouche. Et ça peut être un geste tout à fait anodin, mais qui peut vous contaminer. Donc, on est obligé de répondre que oui, c'est une pratique à risque. Patrick, à qui pouvons-nous parler de nos difficultés en lien avec la sexualité? En théorie, vous pouvez en parler à tous vos soignants. Et encore plus en théorie, normalement, c'est à vos soignants d'en parler. On aimerait bien que tout soignant, notamment tout médecin qui prend en charge votre maladie rénale, à un moment vous pose la question. Et en fait, dans votre vie personnelle, dans votre sexualité, comment ça va? Est-ce que vous voulez qu'on parle de votre santé sexuelle? Parce que ça fait partie de votre santé en général. Dans les faits, on sait bien que c'est exceptionnellement pratiqué. En général, les soignants n'en parlent pas, pour tout un tas de raisons. Du coup, vous pouvez initier la conversation en tant que patiente et patient. C'est pas simple, il faut prendre son courage à deux mains, mais vous êtes tout à fait légitime à le faire parce que ça fait partie du champ du soin et du coup, vous pouvez aborder le sujet. En général, si vous abordez le sujet, c'est souvent pour essayer d'être orienté vers une personne compétente qui va pouvoir vous aider. Et donc, par exemple, vers une personne qui va être sexologue, que ce soit une psychologue sexologue, une médecin sexologue, une infirmière sexologue, etc. Donc, je pense que le mieux, c'est peut-être de l'aborder en disant à votre néphrologue ou à votre équipe soignante, par exemple, est-ce que vous connaîtriez des personnes qui pourraient peut-être m'apporter de l'aide et des soins dans le domaine de la sexualité parce que j'en ai besoin. C'est peut-être la façon, on va dire, la plus simple pour vous d'aborder le sujet et de faire comprendre aussi à la personne en face que si elle n'est pas à l'aise pour aborder le sujet, vous n'allez pas l'obliger à le faire parce que de toute façon, ça voudrait dire qu'elle ne sera pas très compétente. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Peux-tu nous dire s'il y a des sexologues dans tous les centres hospitaliers ou dans les services de transplantation? Alors, c'est tout l'inverse. Il y en a dans quasiment aucun service de transplantation et de néphro, à ma connaissance. Et dans les CHU, ça reste rare. Il y a des urologues. Alors, parfois, ces urologues peuvent être sexologues, mais en général, il n'y a pas tellement de médecins sexologues dans les CHU. Du coup, pour trouver des sexologues compétents, il faut passer par les bons sites parce que sexologue, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et notamment faites attention de ne pas chercher un sexologue comme ça sur Google au hasard parce que vous avez toutes les chances de tomber sur des personnes qui n'ont pas de qualification et qui se disent sexologues alors qu'elles n'ont pas la formation, les diplômes ou l'expérience simplement. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur des sites comme trouverunsexologue.com qui est le site de l'AIUS, AIUS, qui est l'association interuniversitaire de sexologie, donc qui est vraiment la société savante des sexologues qualifiés.
Et du coup, sur cette plateforme, par géolocalisation, vous pouvez avoir accès à des sexologues qualifiés. Après, il n'est pas certain que ces sexologues connaissent bien les questions spécifiques aux maladies rénales et à leur traitement, mais normalement, à partir du moment où un sexologue est qualifié, il sait où aller chercher l'info et interagir avec ses pairs qui, eux, seront plus spécialisés dans tout ce qui concerne le rénal. Merci à tous les participants ainsi qu'à Patrick Papazian, médecin sexologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.